Bonjour à tous, et cette nouvelle émission Santé Plus est consacrée à l'endométriose. Avec nous, bonjour Bernard. Bonjour. Avec nous, professeur Fernandez, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service gynécologie obstétrique à l'hôpital Bicêtre à PHP. Vous êtes également membre du bureau du Collège national des gynécologues et obstétriciens français et président sortant de la Société de chirurgie gynécologique et pelvienne. Et vous allez nous parler donc de l'endométriose et peut-être nous expliquer d'abord qu'est-ce que c'est cette maladie. Et elle touche une femme sur 10. Quels sont les signes et comment la diagnostique-t-on ? Globalement, il faut déjà garder à l'esprit que l'endomètre, c'est ce qui part tous les mois au moment des règles. Donc c'est une forme de desquamation, c'est-à-dire l'intérieur de la cavité utérine va sortir par le col et vers le vagin. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'il y a physiologiquement un reflux de cet endomètre par les trompes vers la cavité abdominale, donc vers le ventre. Normalement, tout individu a une sorte d'aspirateur interne, si j'ose dire, qui va nettoyer ce sang où il y a ces cellules de l'endomètre pour laisser chaque mois une place nette. Et puis, pour différentes raisons qu'on ne sait pas toujours très bien, cet endomètre peut se mettre ailleurs que cette cavité utérine, soit dans la paroi utérine, et c'est une maladie qu'on appelle l'adénomiose, qui est ne pas confondre avec l'endométriose, où là, c'est la présence de cet endomètre, donc de ces cellules anormales, dans la cavité abdominale. Alors c'est surtout au niveau du petit bassin, donc ça peut atteindre les ovaires, ça peut atteindre les trompes qui sont très proches, et ça se met dans une région qui est juste en arrière de l'utérus, qui est ce qu'on appelle le cul-de-sac de Douglas, c'est la partie la plus basse de notre abdomen. Et puis, autre élément que beaucoup de gens ne savent pas, on a du liquide dans notre abdomen avec une circulation de ce liquide physiologique qui va de gauche à droite. Et en fait, cette circulation de liquide peut drainer cet endomètre anormal vers l'intestin, vers le foie, plusieurs zones de l'intestin, parfois sur la vessie, plus exceptionnellement, ça va remonter dans la plèvre, qui est cet espace au niveau du thorax entre le poumon et c'est l'enveloppe qui entoure le poumon. Il peut y avoir une atteinte au niveau des bronches, c'est-à-dire que tous les mois, les femmes ont des saignements qui forment, c'est des règles en forme de crachat, puis encore plus exceptionnellement au niveau des glandes salivaires, par exemple, ou des glandes lacrymales, où là aussi, il peut y avoir des saignements. Alors, qu'est-ce que ça entraîne comme pathologie quand cet endomètre n'est pas là ? Eh bien, ça va générer une sorte d'inflammation. L'inflammation, c'est une sorte d'irritation de la zone où ces cellules s'accrochent, en quelque sorte. Et comme l'endomètre est amené tous les mois à saigner, puisque normalement il y a des règles, etc., eh bien, quel que soit l'endroit où cet endomètre va être, il va saigner. Et le saignement qu'il y a au niveau de ces zones qu'on appelle ectopiques, c'est-à-dire pas à l'endroit normal, eh bien, ça va entraîner une réaction inflammatoire un peu importante, ça va entraîner la formation de petits kystes qui vont être potentiellement douloureux. Et puis, autour de la réaction inflammatoire qui se fait, il faut savoir que tout notre organisme, on a une sorte d'innervation, pas forcément importante, et cet endomètre va créer des sortes de petits nodules et va créer des zones douloureuses, irritatives, qui vont rentrer dans ce qui est le premier signe de découverte, ou en tout cas le premier signe d'alerte de l'endométriose, qui est la douleur. Alors la douleur est globalement, habituellement au départ au moment des règles, mais il peut y avoir d'autres phénomènes. À tel point que lorsqu'on fait de la formation, puisqu'en fait l'idée sur l'endométriose, qui est une maladie qu'on dit pas très connue, c'est que quand on fait une formation, pour les plus jeunes ou les plus anciens qui veulent se former, on dit aux gens réfléchissez aux 5 D. Parce qu'en fait, dans la terminologie douleur, il y a 5 D qui sont impliqués. Le premier, c'est ce qu'on appelle les dysménorrhées, qui sont des douleurs au moment des règles. Le deuxième D, ce sont des douleurs chroniques. Douleurs chroniques, ça veut dire qu'ils sont indépendants des règles et qui sont présents depuis plus de 6 mois. Le troisième D, c'est les dyspareunies. Dyspareunies, c'est des douleurs au moment des rapports, pas à l'entrée du vagin, mais au fond du vagin. Et puis ensuite, il y a 2 autres D qui sont des dysuries, des douleurs en urinant,
ou le dernier D, qui sont des dyskésies, qui sont des douleurs pour aller à la selle. Donc vous voyez, en fait, la terminologie douleur regroupe 5 D, et en fonction du type de douleur, ça peut nous orienter vers une localisation de lésions d'endométriose. Mais avant de penser à l'endométriose, ça veut dire qu'il faut penser que l'endométriose est une pathologie, que cette pathologie, elle va être présente avec une certaine fréquence, globalement 10% de la population, mais quelles vont être les conséquences de cette pathologie, où c'est tout à fait variable. Donc 10% de la population, c'est vraiment considérable. C'est considérable. Oui. Mais ce n'est pas forcément 10% de la population qui a une forme avec des symptômes. Une partie des femmes vont avoir cette pathologie sans symptômes. Mais pour définir qu'il n'y a pas de symptômes, ça veut dire qu'il faut débobiner ce que je viens de vous raconter avec les 5D. C'est-à-dire qu'il faut éliminer le fait qu'il y ait les différents types de douleurs que je viens de vous énumérer. Mais parfois, on va découvrir la maladie au décours d'une échographie ou d'un examen qu'on fait pour autre chose, où on va dire, tiens, il y a de l'endométriose. Est-ce que ça va créer ou pas une gêne ? Ça, c'est un autre problème. Mais est-ce qu'une femme qui souffre et qui va chez son médecin peut s'attendre que si elle a cette maladie, ce soit détecté ? C'est tout l'effort que l'on essaye de faire depuis quelques années. Alors, bien sûr, il y a eu les recommandations qui ont été faites sous le poids du Collège national de gynécologie obstétrique qui avait demandé à l'époque où Madame Buzyn était ministre de la Santé, donc au début de ce quinquennat, de mettre en priorité l'organisation de réseaux de soins qui se mettaient en route. Il y en avait eu un qui était le premier réseau de soins qui a été dans la région rouennaise. Et à partir de ce modèle, on avait souhaité, en se rapprochant du ministère, que s'organisent des réseaux de prise en charge de ces patientes et aussi des réseaux pour informer les médecins, les sages-femmes, c'est-à-dire ceux qui voient en premier niveau les femmes, et on ne voit pas forcément le gynécologue ou le chirurgien. On voit le médecin généraliste, la sage-femme ou le gynécologue dans sa consultation habituelle pour faire des frottis, prescrire la pilule ou être à l'écoute des femmes, pour justement les sensibiliser là-dessus, pour éviter ce qu'est le problème de l'endométriose qui est dit à juste titre, c'est un délai moyen de diagnostic qui est aux alentours de 7-8 ans. Mais parce que la pathologie est pas connu, méconnu. Et vous savez, il est trop classique de dire qu'il est normal d'avoir mal durant ses règles. Non, il n'est pas normal d'avoir mal durant ses règles. Aussi mal. Ou aussi mal. Ouais. Et donc là, effectivement, il y a des avancées aussi en matière de diagnostic, puisqu'il y a une petite start-up française qui est Ziwig, qui a mis au point un test salivaire qui permet de diagnostiquer l'endométriose, et ceci justement en collaboration avec le Collège national des gynécos et obstétriciens français. Ce test, ça va complètement changer la donne dans la prise en charge de cette maladie. Nous l'espérons. C'est-à-dire qu'on a enfin un test diagnostique qui nous permet, avec une sensibilité, une spécificité importante, c'est-à-dire une précision. Tout le monde ne sait pas bien ce qu'est sensibilité, spécificité. En gros, une précision très forte où on ne fait pas de faux résultats positifs ou de faux résultats négatifs. Donc ce test, il est très parlant, et l'idée, quand il va être généralisé et remboursé, parce que bien sûr en France, pour qu'un test soit utilisé ou un traitement utilisé, il faut qu'il y ait un remboursement, mais bon, on va essayer. C'est cher, c'est cher. On ne sait pas encore. En tout cas, c'est pas moi qui le distribue, donc je ne sais pas encore à quel prix il sera mis en vente, mais peu importe. Pour le moment, il n'est pas mis en vente. Non, il n'est pas encore mis en vente, c'est trop tôt. Mais donc on va avoir un test qui va nous permettre, en tout cas quand une femme va avoir comme premier symptôme une douleur, alors bon, on va explorer, on a le droit de creuser un petit peu, on ne va pas d'emblée partir pour un test qui va y avoir un coût, et chaque chose, il faut le mettre dans une évaluation médico-économique, comme on appelle, mais en tout cas, très vite, on pourra utiliser ce test pour dire cette femme a de l'endométriose ou pas. Il faut faire attention, ce test, c'est pour un diagnostic. La thérapeutique, c'est une autre histoire, il sera toujours temps de voir. Alors, ce test, c'est quoi dans la salive ? Je vais juste en profiter parce qu'on parle d'ARN, c'est très à la mode avec le Covid, mais il faut peut-être juste repréciser ce qu'on appelle les micro-ARN, puisqu'en fait, ces tests dépendent de ce micro-ARN. Il faut savoir que dans la nature, dans une cellule, vous avez l'ADN, où on a ce qu'on appelle notre code génétique, et cet ADN va former des ARN normaux qui vont avoir comme rôle de permettre la formation de protéines qui vont aller agir pour faire ceci ou cela.
Et puis, il y a des micro-ARN qui sont des fragments d'ARN dont le rôle, eux, c'est pas de faire une protéine, c'est de venir bloquer l'ARN pour que le système soit bien équilibré. Bon. Et puis, comme tout système, je vous ai dit tout à l'heure que de temps en temps qu'il y avait des déséquilibres. C'est pour ça qu'il y avait de l'endomètre qui venait se mettre sur certaines zones de l'organisme. Et bien, de temps en temps, il y a des micro-ARN qui ne font pas leur job et qui ne viennent pas bloquer l'ARN. Et c'est ça qui va développer certaines pathologies. Toutes les pathologies vont créer des micro-ARN. Et là, le travail commun qu'il y a eu à partir de certaines équipes de recherche françaises et parisiennes, en particulier à l'hôpital Tenon, ont travaillé avec cette société, qui est une grosse start-up, pour faire de l'intelligence artificielle et faire aussi du séquençage à haut débit, ce qui est sous l'appellation NGS, c'est Next Generation of Séquençage. C'est pour multiplier les choses. Et globalement, on a pu cerner que dans la maladie de l'endométriose, il y avait une centaine de micro-ARN qui étaient présents. Et ce micro-ARN, on va le retrouver dans le sang, dans la lymphe et dans la salive. C'est pratique dans la salive parce qu'au bout du compte, c'est un prélèvement qui est totalement inoffensif. Donc on demande de cracher dans une petite fiole. La petite fiole va être envoyée au laboratoire qui va dire c'est de l'endométriose ou c'est pas de l'endométriose. Et c'est ça cette révolution dans le test, mais qui a été possible que par l'arrivée en médecine d'algorithmes mathématiques très compliqués. Je veux dire, nous, on n'est pas compétents en tant que médecins pour faire ça. La recherche est un travail en commun avec des mathématiciens, des chercheurs, des biologistes, des cliniciens. Tout le monde va dans le même sens. Le même sens, c'est d'essayer de trouver des solutions pour les femmes qui souffrent. Et bien là, on va, j'espère, et c'est le but, et j'en suis sûr, c'est plus qu'une espérance, pouvoir raccourcir de manière phénoménale le moment où une femme se plaint de douleur, quel que soit son âge, et le moment où on va faire le diagnostic. Et là, à partir de ce moment-là, une nouvelle histoire va pouvoir commencer parce qu'on va pouvoir réfléchir, à partir du moment où on a un diagnostic, sur quel traitement proposer, en fonction de quelle femme, en fonction de leur âge, en fonction de leurs priorités personnelles, priorités de couple quand elles sont plus âgées, qui sont des éléments multiples. Justement, c'est quoi ces traitements? Quels sont-ils? Alors, les traitements vont être fonction de la raison de la consultation. Alors, attendez, je vous interromps juste une seconde. Est-ce qu'il serait possible qu'il y ait un test positif et qu'on ne trouve pas de symptômes? Oui, absolument. Absolument. Parce qu'il y a, on va dire, trois formes d'endométriose. Il y a ce qu'on appelle l'endométriose superficielle. C'est des petits pigments qui sont à la surface de ce qu'on appelle le péritoine. Le péritoine, imaginez un drap là-dessus. Vous voyez ce fond vert. Ben, on a un fond vert qui entoure l'ensemble de nos organes. Ça peut être juste un piqueté là-dessus. De temps en temps, il va y avoir la forme ovarienne, c'est-à-dire dans l'ovaire, il va y avoir un kyste qui va se former, un kyste d'endométriose, avec du sang dedans qui est du sang noirâtre, parce que comme je disais tout à l'heure, comme ça saigne, ça ne peut pas sortir, donc ça va former un kyste. Et puis vous avez ce qu'on appelle l'endométriose pelvienne profonde, celle qui va atteindre certains organes, celle qui va pouvoir pénétrer dans la paroi de l'intestin, dans la paroi du vagin, sur des zones un petit peu plus compliquées. Bon, mais malgré toutes ces formes multiples, parfois, il y a des formes très extensives sur un plan volume, mais qui n'entraînent aucun symptôme. Donc, il n'y a pas de parallélisme entre l'extension de la maladie et l'expression douloureuse de la maladie. Donc, à votre question, quel traitement on fait pour qui ? Ça va dépendre de la raison pour laquelle les patientes vont nous voir. Par exemple, quand on a des jeunes filles, parce que l'endométriose peut se révéler à 14, 15, 16 ans, voilà, elles, ce qu'elles veulent, c'est plus avoir mal, il faut rester simple. Donc, les premiers traitements, c'est souvent la pilule en continu, les œstroprogestatifs, ou certains progestatifs que l'on peut utiliser d'emblée, qui vont arrêter les règles. Il faut savoir que les règles n'ont strictement aucun intérêt. À partir du moment où on prend un médicament, quand on l'arrête, on va avoir ses règles pour la pilule. Un auteur très connu, qui était un Brésilien, qui s'appelait Coutinho, a écrit tout un livre qui s'appelait en portugais « El sangre inutile ». Pour dire tout compte fait, on peut se passer d'avoir des règles. Quand on part en vacances, on n'a aucun intérêt d'avoir des règles. Ça, c'est indépendant de la pathologie. Mais en tout cas, on va
compte tenu qu'une partie des douleurs, c'est les douleurs au moment des règles, on va supprimer les règles. Donc on va mettre une pilule en continu. On supprime l'ovulation, donc on supprime les règles et la douleur. Voilà. Et donc la semaine d'arrêt classique, on ne fait pas de semaine d'arrêt, on fait d'une plaquette à l'autre. Ou alors on va utiliser un traitement à base de progestérone qui, là aussi, va être pris tous les jours. Donc ça, c'est des possibilités thérapeutiques quand la problématique est surtout la douleur et que les gens n'ont qu'une envie, c'est de pas avoir mal. Alors dans la gamme, il peut y avoir d'autres traitements, bien sûr. On peut mettre les patients dans des états de ménopause artificielle. L'essentiel, c'est de donner en même temps des œstrogènes par voie cutanée pour éviter d'avoir les désagréments d'une femme ménopausée qui sont des bouffées de chaleur, des maux de tête. Et ça, c'est parfaitement bien toléré. Il y a des autorisations de mise sur le marché, on peut le faire pendant 1 an. Et à partir du moment où on prend des œstrogènes, il n'y a pas de conséquences sur une déminéralisation qu'on pourrait observer. Donc là, on est dans ce qu'on parle. La douleur est au premier plan. La seule chose que veulent ces femmes, c'est avoir une vie normale et pas être embêtées par les douleurs. Et puis ensuite, il va y avoir des situations où les femmes sont douloureuses, mais sont aussi infertiles. Alors, là aussi, juste un rappel de définition, c'est quoi une femme infertile ? Une femme infertile, c'est une femme, enfin un couple, qui essaye d'avoir des enfants depuis 1 an avec des rapports réguliers. La notion de rapport régulier est extrêmement importante parce que quand on a très mal lors des rapports, en fait, on peut observer qu'au lieu d'avoir des rapports réguliers sur une période fertile qui dure 1 semaine, eh bien, ces couples n'ont qu'1 ou 2 rapports durant cette période et c'est sûrement insuffisant pour essayer de concevoir. Mais comme ils ont mal, donc il faut trouver une solution. Donc, dans les couples qui viennent nous consulter pour douleur et infertilité, eh bien, il y a une discussion qui va y avoir avec ce couple. Quelle est leur priorité ? Est-ce que leur priorité, c'est d'abord la douleur et retrouver une vie sereine de façon à se rééquilibrer et ensuite on verra le problème de l'enfant, ou d'autres qui vont nous dire j'ai mal mais au bout du compte ce qu'on veut c'est surtout un enfant, donc on va prioriser en fait le traitement de l'infertilité lorsqu'elle est instituée, donc plus d'1 an de rapport régulier. Et là, on va faire tout un bilan. Alors bien sûr, on va faire un bilan chez la femme, on ne va pas oublier l'homme, parce qu'il faut rappeler que dans les causes d'infertilité, l'homme est responsable 1 fois sur 2 de l'infertilité. Donc il va y avoir un bilan complet d'infertilité. Et à partir de là, si on trouve que de l'endométriose sans observer des trompes bouchées ou des choses comme ça, eh bien le traitement reconnu maintenant dans toutes les recommandations internationales, et là la Société européenne de reproduction vient en février 2022 donner ses recommandations sur le traitement, et la prise en charge, c'est une prise en charge en assistance médicale à la procréation, donc en fécondation in vitro. Donc là, je parlais des couples, mais bien sûr, les femmes qui sont seules ou les femmes qui sont homosexuelles, je veux dire, auront bien sûr la même prise en charge. Donc là, l'évaluation des rapports réguliers n'est bien sûr pas la même chose, mais en tout cas, elles pourront bénéficier bien évidemment des mêmes types de traitements. Là, on est dans le cadre de la prise en charge de leur fertilité. Alors, quelquefois, chez ces patientes qui sont douloureuses et infertiles, le bilan d'infertilité peut nous montrer qu'il y a des trompes bouchées et on sait que dans cette circonstance, par exemple, si on fait une fécondation in vitro avec des trompes bouchées, on diminue d'environ 50% les chances de grossesse en fécondation in vitro. Donc là, on peut être amené à faire une chirurgie, non pas sur l'endométriose, mais une chirurgie pour optimiser la probabilité que ce couple, que cette femme, puisse avoir une grossesse évolutive. Donc, quelquefois, on peut laisser des lésions d'endométriose avec des nodules, tout un tas de choses qu'il peut y avoir, comme je vous disais tout à l'heure, entre l'utérus, le vagin, le rectum. Si on ne veut pas faire de chirurgie extensive et simplement optimiser les chances, on fait ça. Et puis ensuite, vous avez des patientes qui vont privilégier la douleur avec des lésions potentiellement extensives ou autres. Et c'est là où la chirurgie va prendre sa place. En dernier recours. La chirurgie doit toujours être en dernier recours. Est-ce que c'est une chirurgie qui est lourde ? Oui, c'est pour ça que c'est une chirurgie. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce n'est pas un cancer d'endométriose. Donc ça veut dire qu'on est sur une pathologie fonctionnelle avec différentes... il ne faut pas prendre non plus des excès de risque en chirurgie. Ouais. Alors c'est des chirurgies qui peuvent être lourdes parce que compte tenu des atteintes digestives, on peut être amené à retirer un morceau de côlon, on peut être amené à retirer une pastille d'intestin parce que la lésion d'endométriose est sur l'intestin. On peut être amené à râper la surface de l'intestin, mais ces chirurgies peuvent avoir comme complication des perforations de l'intestin. Bon, alors quand on le voit, c'est pas gênant.
parfois, on va s'en apercevoir que quelques jours après, ça va entraîner des fistules. Ou sur des lésions très extensives entre le rectum et le vagin, où là, la chirurgie est très standardisée, mais pour améliorer la cicatrisation, on est amené à proposer, pendant 6 à 8 semaines, d'avoir une dérivation digestive à la peau, ce qui, pour des femmes jeunes, il faut mettre dans la balance les avantages et les inconvénients. Parfois, sur des lésions très postérieures en arrière de l'utérus, où passe la vascularisation qui mène à la vessie, après ces chirurgies, les patientes peuvent avoir du mal, parfois définitivement, à uriner, nécessitant des autosondages. Donc, en raison de cette morbidité, il faut équilibrer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Monsieur le professeur, cette émission va bientôt se terminer. J'ai une dernière question en ce qui me concerne, avant celle de Christine. Est-ce qu'il est possible de donner un conseil aux femmes pour qu'elles évitent cette maladie ? Alors, on ne peut pas l'éviter parce qu'on ne connaît pas les facteurs déclenchants. Par contre, ce qui est important, c'est de faire le diagnostic vite et surtout en lien avec les associations de patientes, pouvoir qu'elles aient la bonne information et pas des mauvaises inquiétudes parce qu'on leur a délivré un diagnostic. Et si elles vont sur les réseaux sociaux, elles risquent d'avoir qu'un tableau effroyable qui risque de leur briser leur sexualité, leur briser leurs espoirs de reproduction. Donc ce lien commun est important et c'est pour ça que depuis 5 ans, les gens réfléchissent sur l'endométriose, comment elle s'inclut dans la population générale. Mais on a eu l'impression que longtemps l'endométriose, ça n'intéressait, enfin peut-être vous, effectivement, les spécialistes, mais pas grand monde, parce qu'on considérait que les règles douloureuses, c'était un petit peu normal. Il y a beaucoup de gens qui pensaient ça. Et pourquoi maintenant, c'est enfin devenu une maladie qui est importante? Et pour un rapport a été demandé, effectivement, par le ministre de la Santé, Olivier Véran. Pourquoi les choses changent favorablement? Tout simplement parce qu'enfin, on a écouté les médecins. Et les patients peut-être aussi, non? Et les patients, mais ouais. ce qu'on a mis en route il y a maintenant, je vous parlais de l'expérience de Rouen et de l'équipe de Race-Roman en particulier, il y a une dizaine d'années, ils ont créé des réseaux locaux dans une région, qui sont maintenant répandus dans toute la France. Et à partir de ces réseaux, le collège de gynécologie obstétrique a dit, eh bien, il faut interpeller le ministère, là aussi pour qu'on ait des moyens, parce qu'on n'a pas de moyens pour faire tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on avait interrogé et Madame Buzyn à l'époque, qui a dit oui, il faut faire quelque chose. Et c'est comme ça, en fait, que le système s'est mis en route, ou à tel point que M. Macron, il y a un mois, a dit c'était une priorité. Mais ce qu'on attend, nous, derrière, c'est qu'il y ait aussi un minimum de financement. Parce que pour faire des réseaux, il faut une secrétaire, il faut une organisation minimale pour ne pas perdre les patientes et surtout donner le maximum de qualité d'information pour les patientes. Et là, on a besoin d'un peu de moyens. Ce n'est pas des sommes déraisonnables. Mais actuellement, il existe dans plein de régions françaises, région Rhône-Alpes, région Bretagne, la région PACA, Bretagne, Aquitaine, Nord et maintenant l'Île-de-France, où on va pouvoir discuter des dossiers pour essayer d'optimiser cette prise en charge. Il faudrait aussi optimiser le fonctionnement de l'administration en général pour que les financements... Mais ça, c'est un débat peut-être plus général. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le professeur, d'avoir participé à cette émission. Encore une dernière question ? Non, c'était pour savoir peut-être comment faire quand on pense avoir une endométriose. Donc, c'est aller voir son généraliste, c'est aller voir à qui s'adresser. Actuellement, il y a tout un réseau de formation, sage-femme, généraliste, gynécologue. Donc, je pense qu'à partir du moment où une femme a mal, et pour donner un critère, c'est quoi mal? On est obligé d'interrompre, d'aller au lycée, d'aller dans ses études supérieures, d'aller à son travail sur 24 heures, 48 heures. Là, on est dans des niveaux de douleur qui justifient en fait une consultation. Et la sensibilité qu'on fait maintenant sur sage-femme, médecin généraliste, gynécologue, c'est justement pour qu'il y ait cette réponse qui va amener à faire ce test pour arriver au diagnostic. Cette émission est diffusée en Afrique. Est-ce qu'il y a un rapport particulier de l'Afrique avec cette maladie qu'il faudrait signaler ou est-ce que c'est dans tous les pays du monde finalement le même problème ? C'est globalement le même problème dans tous les pays du monde. Autant pour certaines pathologies, on prend le fibrome, c'est plus fréquent pour les femmes afro-caribéennes. Pour l'endométriose, on a l'impression que c'est à peu près pareil. La seule différence, parce que malgré tout, ce que je n'ai pas dit, parce qu'on pourrait en parler des heures, il y a 30-40 ans, quand j'étais jeune médecin,
on parlait assez peu de l'endométriose, mais on avait beaucoup moins d'endométriose sévère. La grande différence sur ces 30 dernières années, c'est qu'à 30 ans, on faisait notre premier enfant, enfin oui, les couples à 23, 24 ans, maintenant c'est à plus de 30 ans. Est-ce que ce délai sur la première grossesse est un élément qui intervient, d'autant plus qu'en même temps, il y a une sorte d'hormonobashing. Beaucoup de femmes ne veulent pas prendre la pilule en disant c'est des hormones, alors que c'est peut-être un facteur protecteur. En Afrique, où les femmes ont des enfants plus tôt pour des raisons sociologiques, peut-être que l'incidence ou la prise en charge de la pathologie peut être totalement différente parce qu'elles ont déjà leurs enfants, ou peut-être que le fait d'avoir des enfants à 22, 23, 24 ans est peut-être un facteur protecteur. C'est une interrogation, je n'ai pas de certitude, c'est une réflexion qu'on a. Merci beaucoup, monsieur le professeur, d'avoir terminé par ce point d'interrogation et merci beaucoup pour les informations très intéressantes. Un dernier mot, Christine ? Eh bien, merci professeur, merci Bernard, et on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Santé Plus.